sommes-nous? Pour la société et ses administrations, un nom, un prénom, une date et un lieu de naissance, un numéro de sécurité sociale, des données uniques, personnelles, censées nous identifier et nous protéger. Mais l'usurpation d'identité est un délit en pleine expansion. C'est voler une partie de la personnalité de quelqu'un. Je prétends que c'est aussi grave qu'un viol. C'est des histoires de vie ou de mort. On ne peut pas imaginer à quel point ça détruit un homme. Si mon frère se trouvait devant moi, je pense que je le tuerais. Avec Delphine Meillet, avocate spécialisée en droit privé, nous allons vous raconter l'histoire de citoyens ordinaires qui ont plongé dans l'enfer de l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est le fait d'utiliser le nom d'un tiers. Et le fait d'utiliser ce nom d'un tiers doit avoir des conséquences, ou pourrait avoir des conséquences dans la vie de la victime. C'est un délit qui est commis très fréquemment, très facilement. Et aujourd'hui, on a plus de chances d'être victime d'usurpation d'identité que du vol de sa voiture ou du cambriolage de son domicile. Nous allons nous intéresser à une affaire hors du commun, celle de Pascal Griffaton, un homme victime pendant 15 années d'une usurpation d'identité, un homme qui a tout perdu. 15 ans d'usurpation, c'est beaucoup, avec des conséquences gravissimes et qui pourrit la vie. Le fait qu'on doit se défendre, ça pourrit aussi la vie. C'est compliqué de se défendre dans ces situations. C'est compliqué de prouver que c'est soi ou que c'est pas soi qui a commis tel ou tel acte. Donc, c'est une sorte de double peine. On ne peut pas imaginer à quel point ça détruit un homme d'être vidé de sa substance. Moi, je ressens ça comme un viol. Ça a littéralement ruiné sa vie, cette affaire. Son frère lui a rapté une part de lui-même. Surtout que c'est les plus belles années de sa vie qu'on lui a volées. Pascal, il peut plus vivre avec ça. Il l'a complètement détruit. On aurait pu arriver à un crime. Il me disait, si mon frère se trouvait devant moi, je pense que je le tuerais. « 14 août 2010, les hommes de loi du tribunal d'Auxerre s'apprêtent à juger un usurpateur d'identité. L'homme comparaît pour s'être pendant 15 ans glissé dans la peau d'un autre, un certain Pascal, et avoir en son nom multiplié les délits. L'usurpateur aura tout pris à sa victime. Utiliser ses papiers d'identité, sa carte vitale, rouler avec son permis, vider ses comptes en banque. Un véritable enfer. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Griffaton, tout commence en 1995. À cette époque, Pascal est militaire, il s'est engagé dans la Légion. En tant que militaire, il gagne très peu d'argent. Je sais plus, à l'époque, c'était encore en francs. Il devait gagner à peine 500 francs par mois, de quoi se payer son billet de train, aller-retour pour rentrer chez lui, voir ses parents le week-end. Lors d'une permission, Pascal rentre dans sa famille qui vit à Autun. Le militaire ouvre son courrier et c'est son relevé bancaire qui l'inquiète. Il se rend compte que sur son compte bancaire, il n'y a plus un centime. Pascal se rend à sa banque pour éclaircir la situation. On lui apprend qu'il serait venu lui-même vider ses comptes. Impossible. Mais si ce n'est pas lui, qui cela peut-il bien être ? Il enquête autour de lui, il se rend compte qu'en fait, son frère Patrice a fait refaire des papiers d'identité. Et avec cette carte d'identité au nom de son frère Pascal, Patrice s'est présenté à la banque pour solder un compte qui en réalité n'était pas le sien. Le malfaiteur, celui qui a dépouillé Pascal de ses économies, n'est autre que son propre frère, son aîné de 5 ans, Patrice. C'est inadmissible. Au nom de quoi on peut faire subir ça à son propre frère? Je veux dire, il n'y a aucune excuse à avoir. Il n'y a aucune excuse à avoir. Pour quelques centaines de francs de l'époque, Pascal ne porte pas plainte. L'affaire se règle en famille. À 20 ans, Patrice, lui, a déjà quitté la maison et personne ne sait où il se trouve.
C'est avec une facilité déconcertante et dénuée de scrupules que Patrice s'est procuré une fiche d'état civil, déclaré les papiers de son frère volés pour obtenir un duplicata de sa carte d'identité, le premier d'une longue série. C'est facile puisque dès qu'on connaît le lieu de naissance et la date de naissance de son frère, comme c'est le cas pour Patrice Griffaton, il suffit après d'aller faire une demande et de refaire faire ses papiers facilement. Aujourd'hui, pour refaire ses papiers, c'est assez simple. Enfin, quand on parle du permis de conduire ou de la carte d'identité, il faut finalement très peu d'éléments. Il suffit d'apporter une quittance de loyer, des photos d'identité, un certain nombre de documents, et on refait vos papiers d'identité. Donc c'est assez simple. Aujourd'hui, on est face à une recrudescence de l'usurpation d'identité parce que il est encore plus simple avec les moyens technologiques qu'on a tous. Il suffit d'une imprimante, d'une bonne imprimante, et on peut utiliser une image, un texte, faire un montage, utiliser un joli papier, et on arrive à créer facilement un faux qui entraînerait une usurpation d'identité. 4 années passent. Les deux frères ne se sont toujours pas revus. Pascal imagine que l'incident est clos. Il se trompe. Septembre 99, une patrouille interpelle un véhicule en excès de vitesse. Au volant, Patrice Griffaton. Il donne son nom, c'est son nom, hein. Il donne son prénom, c'est pas son prénom, c'est celui de son frère. Il a la date de naissance de son frère, et puis les choses se passent correctement pour ça. Patrice va utiliser l'identité de son frère pour se sauver de ce mauvais pas. Il ne présente pas son permis, mais donne toutes les informations relatives à l'identité de Pascal. Après vérification, les gendarmes le laissent partir, lui signifiant qu'il recevra par courrier un procès-verbal de contravention. Et c'est Pascal qui va à nouveau se trouver dans la tourmente. Forcément, c'est une façon facile de passer entre les mailles du filet de la justice et de pouvoir accomplir des méfaits. Après avoir échappé à ce premier contrôle routier, et pour entrer un peu plus dans la peau et les papiers de son frère, Patrice décide de garnir son portefeuille et se procure un nouveau sésame, un permis de conduire au nom de Pascal. Mais où s'arrêtera-t-il ? Patrice, à chaque fois qu'il se fait arrêter en excès de vitesse, à chaque fois qu'il grille un stop ou un feu rouge, et que la police ou la gendarmerie l'arrête, il présente cette identité-là. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, muni d'un permis qui n'est pas le sien, Patrice multiplie les délits au nom de son frère. Cette fois, Pascal dépose plainte et pense sans doute que cette démarche va le protéger. C'est en fait le début du cauchemar. Patrice, en fait, n'existe plus. Et il y a 2 Pascal qui se promènent. C'est une méthode de vie, de défense, et puis c'est une forme d'habitude. Il pense que tout ça reste administratif, que lui s'en tire. Son frère, au fond, il imagine qu'il s'en tirera aussi, puisque de toute façon, il est innocent. Sauf que l'administration ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, le coupable a bien une identité, même si ce n'est pas la bonne. Pascal, c'est lui qui reçoit les amendes, c'est lui qui reçoit les amendes impayées, les majorations à payer, c'est lui qui a des saisies sur salaire. Le principe, c'est que ces amendes font boule de neige et que d'une petite amende à 100 €, elle devient 300, et puis ainsi de suite avec les procédures d'huissier qui viennent augmenter les frais. Et à la fin, on était sur des sommes qui étaient importantes. On arrivait à des sommes de parfois de 7 000 à 8 000 €. Pour Pascal, l'affaire tourne au cauchemar. À son domicile, les amendes s'accumulent. Patrice est introuvable et Pascal ne comprend pas comment son identité a pu être si facilement dérobée. Il doit déposer plainte et apporter des preuves de son innocence. Mais ce n'est pas si simple. La difficulté pour la victime, donc le frère victime, c'est de prouver que ce n'est pas lui. Et c'est pas si simple de prouver que ce n'est pas soi. On est pris en étau par cette usurpation qui se referme sur vous, qui essaye de vous happer. C'est très compliqué de prouver que ce n'est pas soi dans plusieurs situations.
Que s'est-il noué dans l'enfance de Pascal et de Patrice pour que les deux frères soient devenus des frères ennemis? Je me souviens en tout cas dans les propos de Pascal Griffaton que l'auteur des faits, son frère, Patrice, était, selon lui, un enfant difficile, qui n'arrivait pas à trouver sa place. Il le dit comme ça. Et dit-il, il se souvient que son père l'avait mis dehors. C'est-à-dire, finalement, l'avait mis à la porte, l'avait rejeté. Une question, effectivement, qu'on peut se poser, c'est quelle a été la nécessité pour Patrice Griffaton de revenir, effectivement, autrement, violemment, pour reprendre, effectivement, la place qui était la sienne. Dans la famille Griffaton, ils sont 7 enfants, dont 4 garçons. Stéphane, l'aîné, Dominique, Patrice et Pascal, le dernier frère, le préféré, dit-on. Dans la famille, il y avait un peu de différence. Pascal était un peu plus chouchou que les autres gars. Après, c'est une question d'interprétation de chacun. Patrice Griffaton, il n'a pas été aimé. Donc à un moment donné, qu'il ait voulu être lui, le remplacer, en même temps se venger, peut-être c'est l'ambivalence des sentiments. Hein. C'est pas parce qu'on ne trouve pas sa place qu'on doit en arriver là, de faire du mal au reste de la famille. C'est illogique. Et de toute façon, si on veut une place dans la famille, il faut se la faire soi-même. Les deux frères ne sont plus frères en réalité. Hein. Ils ont le même nom, ils ont une petite histoire commune dans le début de leur vie, mais ils ne sont plus frères. Ce sont 2 étrangers, voire 2 ennemis. Hein.